On a tous en tête cette image de l'atome, n'est-ce pas? Un petit noyau au milieu et des électrons qui tournaient sagement autour. Un peu comme un mini-système solaire. C'est simple, c'est net. Sauf que la réalité, elle, est beaucoup plus étrange. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans le monde quantique pour répondre à une question qui a absolument tout changé. La question a l'air toute bête. Et pourtant, la réponse nous a obligés à jeter à la poubelle une bonne partie de ce qu'on croyait savoir sur la matière. C'est ce mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Alors voilà le cœur du problème. À gauche, on a le bon vieux modèle, celui qu'on imagine tous. Des électrons sur des rails, des orbites bien claires. C'est rassurant, mais c'est faux. À droite, c'est la réalité quantique. Un nuage flou, une zone de probabilité, qu'on appelle une orbitale. Mais alors, comment la physique a-t-elle pu faire un saut aussi vertigineux? Pour le comprendre, il faut suivre les indices. Allez, on commence l'enquête avec le premier indice. Et attention, c'est un indice de taille, qui a donné des maux de tête à des générations de physiciens. La double nature de l'électron. Au début, tout semble normal. Quand on fait certaines expériences, comme l'effet photoélectrique, l'électron se comporte exactement comme on s'y attend. C'est une petite bille, un point matériel, un corpuscule. Jusque-là, pas de problème, le modèle classique tient la route. Et c'est là que ça se complique. Parce que dans d'autres situations, par exemple quand on le fait passer par des fentes très fines, l'électron arrête de se comporter comme une bille. Il fait quelque chose qu'une particule ne pourrait jamais faire. Il crée des figures d'interférence. Et ça, c'est le comportement typique d'une onde, comme une vague sur l'eau. C'est un physicien français, Louis de Broglie, qui a eu cette intuition absolument géniale en 1924. Il a dit « Et si ce n'était pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre ?» Chaque particule en mouvement, comme un électron, se comporte aussi comme une onde. C'est ce concept fondamental qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Et c'est vraiment la pierre angulaire de toute la physique quantique. D'accord. Donc, si notre électron est aussi une onde, l'idée d'une petite trajectoire bien dessinée, d'une orbite parfaite, commence sérieusement à prendre l'eau. Et une autre idée révolutionnaire va venir lui donner le coup de grâce. Ça, c'est le fameux principe d'incertitude de Heisenberg. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une question de technologie, comme si on avait de mauvais instruments. Non, c'est une loi fondamentale de la nature. C'est comme ça, c'est tout. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si on arrive à savoir très exactement où est l'électron à un instant t, alors sa vitesse et sa direction deviennent complètement floues. Et inversement, si on mesure parfaitement sa trajectoire, alors impossible de savoir où il se trouve. Une orbite, par définition, c'est connaître la position et la vitesse à chaque instant. Ce principe nous dit que c'est tout simplement impossible. Ok, donc si on ne peut pas savoir où est l'électron et où il va, comment on fait pour le décrire? On est dans une impasse là. Heureusement, Erwin Schrödinger est arrivé avec une solution. Schrödinger a mis au point une équation mathématique d'une puissance incroyable. Et les solutions de cette équation, qu'on appelle les fonctions d'onde, ne nous disent pas « l'électron est là ». Non. Elles nous donnent une sorte de carte, une carte de probabilité. Elles nous disent « voilà les zones où il y a de fortes chances de trouver l'électron si on le cherche ». On passe de la certitude à la probabilité. Et cette fameuse région de haute probabilité, c'est exactement ça, une orbitale. Il faut bien voir la différence. Une orbite, c'est une ligne, une trajectoire. Une orbitale, c'est un volume, un nuage, une zone floue où l'électron existe. Un détail assez amusant d'ailleurs, si on calcule la probabilité de trouver l'électron en chaque point de l'espace, le calcul nous dit que le maximum de probabilité est sur le noyau, ce qui est absurde. Mais si on change de point de vue et qu'on regarde la probabilité de le trouver à une certaine distance du noyau, là, on obtient une image beaucoup plus logique. C'est ce qu'on appelle la densité radiale, et ça décrit parfaitement la structure de l'atome. Bon, on a nos nuages de probabilité. Mais comment on met de l'ordre dans tout ça? Eh bien, la mécanique quantique nous offre un système d'une élégance folle. On peut l'imaginer comme une sorte d'adresse postale unique pour chaque électron de la tôle. Cette adresse est composée de 4 nombres quantiques. Le premier, n, c'est le niveau d'énergie principal, la couche. Disons que c'est la ville. Le deuxième, L, va définir la forme de l'orbitale. Ça, c'est la rue. Le troisième, M, nous donne l'orientation de cette forme dans l'espace. C'est le numéro de la maison. Et enfin, S, le spin, qui est une propriété de l'électron lui-même. C'est l'habitant. Et ces rues ont des formes bien particulières. Les orbitales de type S sont de simples sphères. Celles de type P ressemblent à des sortes de lobes, d'altères, orientés selon les 3 axes de l'espace. Et puis les orbitales D et F, là on entre dans des formes encore plus complexes. Et, il faut le dire, assez magnifiques. C'est bien joli tout ça, mais à quoi ça sert au fond? Eh bien, avec ces quelques règles, on peut faire quelque chose de complètement fou. On peut construire, électron par électron, n'importe quel atome qui existe dans l'univers. Pour faire ça, il y a 3 règles du jeu, 3 principes à respecter. D'abord, la règle de Kleskovsky. On commence toujours par remplir les niveaux d'énergie les plus bas. C'est logique.
Ensuite, le principe de Pauli. Dans chaque maison, chaque orbitale, on ne peut mettre que 2 électrons maximum, et ils doivent avoir des spins opposés. Et enfin, la règle de Hund, qui dit en gros que les électrons préfèrent avoir leur propre chambre avant d'être obligés de la partager. Et regardez comme ça marche bien. Pour l'hydrogène qui a un seul électron, il va dans la case la plus simple, la NS. L'hélium avec 2 électrons remplit cette case NS. Pour le carbone, qui en a 6, on remplit la NS, puis la 2S, et les deux derniers vont se placer dans 2 orbitales 2p différentes grâce à la règle de Wundt. C'est un système d'une logique implacable. Et c'est ça qui est incroyable, c'est de ces quelques règles, de cette grammaire quantique, que découle toute la chimie. L'organisation du tableau périodique des éléments, pourquoi tel atome réagit avec tel autre, les couleurs des objets, les propriétés des matériaux. Tout, absolument tout, s'explique par la façon dont ces nuages de probabilités s'agencent les uns par rapport aux autres. Et ça nous laisse avec une dernière question un peu vertigineuse. Si un atome, et donc toute la matière, c'est à 99,99% du vide rempli de nuages de probabilités, alors qu'est-ce que ça veut dire toucher un objet? Ce qu'on sent, ce n'est pas le contact entre 2 surfaces solides, c'est la force de répulsion entre les nuages d'électrons de notre main et ceux de l'objet. En fait, on ne touche jamais vraiment rien, on interagit à distance avec des fantômes de probabilité. Voilà de quoi méditer un peu.